sur cette période particulière, hein, qui est, voilà, qui se cette reprise d'activité après une période de confinement, liée au coronavirus. Heu, Moi, il y a pas de souci si vous avez besoin d'interagir, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me couper, parce que l'idée, c'est que ça puisse être aussi participatif. On a la possibilité de le faire, donc voilà, moi, ça me pose pas de souci, au contraire. L'idée, c'était de vous faire une présentation, des risques psychosociaux et de faire cette extension, ce pont qui va pouvoir y avoir avec, l'impact justement de la période Covid-19 sur les risques psychosociaux qui sont déjà présents en entreprise, mais qui se trouvent, aggravés par cette situation. Voilà, donc on peut passer à la diapo suivante. Je vous ai fait un petit plan. Succinctement, on va reprendre, voilà, les effets psychologiques du confinement et la définition des risques psychosociaux. On dira RPS. Vraiment, voilà, de manière très, très succincte. On prendra le temps de s'attarder sur la question des RPS pour les dirigeants et pour les salariés. Donc, on fera en 2 temps. Vous verrez, il y aura des liens, il y aura des ponts entre les 2. Et puis, on se permettra de terminer avec la question du télétravail, parce que ça va être, voilà, ça va être peut-être une question que certains se posent ou pas, selon la structure de vos entreprises, selon votre fonctionnement, hein, et la présence ou non de salariés, ou même pour vous-même. Et voilà, c'est la question de l'adaptation et des nouveaux modèles. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. On peut s'attarder des fois sur le cas particulier si le temps nous le permet. Donc, si on passe à la diapositive suivante sur les éléments de présentation, on a tous, hein, été confrontés à cet épisode, voilà, qui avait un caractère d'imprévisibilité. C'était complètement inattendu. C'est ce qui a causé un peu cette sidération de départ. Et puis, on a ensuite tenté de s'adapter tous du mieux possible, hein, parce qu'on n'a pas eu de clé. Dans notre génération, on n'a pas connu des périodes, voilà, avec une telle ampleur, aussi à une telle atteinte à nos libertés individuelles. Donc ça, effectivement, hein, ça a des effets considérables sur les individus. Le premier enjeu qui est intervenu, ça a été d'abord l'enjeu de la santé. Donc on a pris des mesures qui étaient le confinement pour protéger les citoyens. Le deuxième enjeu, ça a été l'économie. L'impact économique, forcément, hein, on a très, très vite dû trouver des solutions. Donc il y a eu des choses qui ont été mises en place, hein, les reports de charges, PGE, chômage partiel, des mesures aussi voilà, avec la CPAM pour les arrêts des salariés. Voilà, tout s'est mis en place. Ils ont paré aux urgences. Ils ont essayé de mettre le plus de transparence possible. Mais maintenant, et déjà depuis quelques semaines, hein, vient le temps de s'attarder sur les conséquences psychologiques, parce que forcément, voilà, là, on va parler de la question des chefs d'entreprise et des salariés. Bah, ça a des conséquences sur notre fonctionnement, sur notre quotidien, sur nos équipes, quand on en a. Et il faudrait avoir au moins déjà une idée de ce qui se passe en temps normal, ce qu'on n'a pas toujours le temps de faire, pour voir un petit peu là ce qui peut se dégrader, parce il va y avoir une année qui va s'écouler sur laquelle on a beaucoup d'incertitudes. Il va falloir qu'on trouve comment s'adapter et comment faire en sorte voilà, de répondre à nos obligations aussi de chef d'entreprise, et c'est pas toujours évident. Voilà, donc on peut passer à la diapositive suivante. Effectivement, cet état d'urgence a modifié la vie quotidienne. On a donc, hein, le confinement qui se met en place, qui vient de passer, des nouvelles règles relationnelles dont on ne sait pas combien de temps elles vont durer, et forcément cette grande incertitude par rapport à l'avenir, qui en eux-mêmes constituent déjà des vecteurs suffisants de stress, d'anxiété, avec les risques de troubles psychologiques, hein. Et tout ça, ça va être en fait modulé avec l'objet qui va être attribué à ces angoisses-là, l'intensité et le type de manifestation. Et donc en tant que dirigeant, je vous dirais, il y a 2 choses importantes. C'est qu'il faut déjà prendre le temps de regarder ce qui se passe pour vous, parce qu'on ne prend pas toujours ce temps-là, et pourtant, il est nécessaire, parce que si vous allez bien, ce sera plus simple aussi pour vous de passer cette étape. Et puis il y a aussi la question de ces symptômes-là ou ces signes-là, chez les salariés. Donc sur la diapo suivante, en fait, je vous ai fait simplement, voilà, 3 petits points: le stress, l'anxiété, la dépression. Voilà, enfin, succinctement, hein, on n'invente rien, c'est des définitions qui sont basiques, hein. Le stress, c'est une réponse adaptative. Voilà, c'est normal, hein, face à une situation, qui nous modifie, qui bouleverse un peu nos habitudes, on a une réaction de stress et on va s'adapter. L'anxiété, il y a une petite gradation supérieure, hein, voilà, il y a déjà une menace, une sensation d'inconnu. Et voilà, on voit facilement des situations, à travers cette période de confinement, là, et même de post-confinement, où on peut ressentir de l'anxiété, hein. On a cette peur que l'événement dangereux, puisse venir nous impacter. Et puis après, si vous vouliez rajouter un petit degré intermédiaire, hein, le petit terme qu'on utilise quelquefois, qui est galvaudé, mais qui est voilà, qui montre la gradation supérieure, c'est l'aspect déprime, hein.
avec les dimensions d'apathie, de fatigue, tout ça. Et puis le critère supérieur qui est la dépression. Et vous voyez que là, voilà, où là, on est vraiment dans un trouble mental caractérisé. On a des symptômes voilà, qui sont cotés. Vous avez des grilles officielles qui reprennent les symptômes. Mais voilà, c'est, si vous voulez, un panel. On part du point zéro jusqu'à l'aspect dépression. Et il va être important de pouvoir toujours un petit peu s'auto-évaluer et puis voir où on en est nous-mêmes, pas pour se culpabiliser ou pas pour voilà, se mettre à mal, mais au contraire, pour pouvoir aussi se donner du temps, s'écouter et puis trouver la parole, le temps de parole, en tout cas l'espace de parole, si on en a le besoin. Voilà. Donc, si on passe à la diapo suivante, on va arriver à cette notion de voilà, les fameux RPS. Alors, je ne sais pas si tout le monde a la possibilité dans son entreprise voilà, de s'attarder sur cette notion. Je ne sais pas trop si. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça ne vous parle pas? Voilà, donc en tout cas, ils sont étudiés de nouvelles années, depuis de nombreuses années, et c'est pas quelque chose de nouveau. C'est ce qu'on va appeler un risque pour la santé physique et mentale du travailleur. On s'y intéresse principalement pour les salariés. Toutes les études et toutes les démarches sont à l'intention des salariés parce qu'effectivement, en tant que chef d'entreprise, on a des obligations légales dans le code du travail qui nous imposent de mettre en place tout du moins voilà, des critères d'évaluation des risques psychosociaux dans nos activités respectives. En fait, si vous voulez, les risques psychosociaux, ils surviennent dans des situations de travail où sont présents donc le stress, les violences internes et externes. Donc là, on les définit un petit peu plus haut. Voilà, tout ce qui est violence interne, ça va être ce qui peut être commis par le travailleur, des conflits, du harcèlement, voilà, des problématiques diverses. Et les violences externes, exercées par les personnes extérieures à l'entreprise, à l'encontre des salariés. Et ça peut conduire à ce fameux syndrome d'épuisement professionnel voilà, dont on a tous entendu parler, le fameux burn-out. Et c'est tout ça qui nous entraîne aussi aux conséquences sur les fonctionnements d'entreprise, qui sont voilà, le turnover et les problématiques aussi avec les salariés. Et puis bien sûr, les risques psychosociaux, ils peuvent être combinés. Il n'y a pas forcément qu'un seul risque, il peut y en avoir plusieurs, ils se combinent, ils interagissent, et c'est ce qui rend les situations quelquefois complexes. D'où l'intérêt de pouvoir demander des fois de l'aide extérieure. Sur la diapositive suivante, je me suis un petit peu plus attardée sur la situation du dirigeant et du chef d'entreprise. Je voulais partager avec vous, parce que je trouvais que c'était intéressant, une enquête qui a été menée par la Chambre des métiers, donc Lyon-Rhône. Et ce qui est sympa, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils se sont mis en lien avec un laboratoire à Lyon, qui justement a mené une enquête à assez grande échelle tout de même, parce que c'était la première fois vraiment qu'on s'intéressait dans une enquête voilà, aux risques psychosociaux pour les dirigeants et non pas exclusivement pour les salariés. Cette enquête, elle a été aussi d'une part financée par la Directe, voilà, qui a accepté de participer financièrement au déroulement de cette épreuve. Et si vous voulez, ils ont identifié plusieurs facteurs. Donc, ils ont fait passer voilà, des petites grilles d'évaluation. Ils ont échangé avec les dirigeants d'entreprise, alors de tout type, de toute taille, tous les secteurs d'activité, avec ou sans salariés. Et ce qui est intéressant et ce qui en est ressorti, c'est que la survenue des risques psychosociaux, elle vient de plusieurs facteurs. Il y a forcément, comme voilà, que ce soit pour les dirigeants ou pour les salariés, cette question de la surcharge de travail et encore plus pour le dirigeant, de l'intensité aussi du travail. Le style de management aussi, parce qu'on a tous une manière de manager ou pas, qu'on ait une personne, 2, 3, ou 10 ou 20 sur son site, voilà, on a un style de management. La relation avec les collègues est aussi un facteur important à considérer. L'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Les changements qui peuvent survenir dans le travail. Bon, là, typiquement, avec le Covid-19, on est pleinement dedans parce qu'on ne peut pas faire voilà, un changement plus brutal et plus perturbant que celui-ci. L'insécurité de l'emploi, qui forcément, que ce soit pour le dirigeant ou pour le salarié, ça prend tout son sens en ce moment. Des délais courts, voilà, qui sont imposés par les clients ou bien par les relations avec les fournisseurs. Et puis la question du sentiment qu'on a de son autonomie personnelle. Voilà. Donc ça, c'est des critères qui, on va dire, mettent un terrain favorisant à la survenue de risques psychosociaux. Donc si on passe à la diapo suivante, les dirigeants d'entreprise ont mis en évidence 4 facteurs importants d'exposition qu'ils ont identifiés vraiment par rapport à leur ressenti et par rapport à leur questionnaire. Ce qui était le plus compliqué pour eux, c'était les problèmes de personnel, quand ils en ont, et de management. Parce que voilà, effectivement, on le voit forcément dans le quotidien,
on est chef d'entreprise, alors selon son secteur d'activité, mais on n'est pas formé au RH, on n'est pas formé aux techniques de management. Bon an, mal an, je ne sais pas, mais en tous les cas, sans dimension de jugement, le fait est qu'on n'y est pas préparé. Les difficultés financières aussi sont vraiment, vraiment un aspect qui ressort et qui provoque des situations d'angoisse et de forte anxiété chez les dirigeants. Le sentiment de solitude, je pense que voilà, tout un chacun a pu le vivre à un moment parce que c'est pas toujours évident de gérer son entreprise, seul et de pas avoir de relais, et la charge de travail et l'amplitude horaire, qui est une grosse caractéristique, hein, des risques qui sont, mis en avant pour les dirigeants d'entreprise. Alors forcément, il y a des conséquences parce que voilà, on identifie, on va dire un terrain avec des risques potentiels, et puis après il y a des conséquences. Pour le dirigeant, elles vont être, de plusieurs ordres. Vous avez, le risque, donc forcément, de harcèlement moral envers les salariés. Alors il y a une gradation, hein, on n'est pas tout de suite dans le harcèlement, mais si on va pas bien et si on a des problèmes justement, voilà, qui sont liés à ses conditions de travail, on peut basculer, on peut être un peu plus autoritaire, on peut avoir un management qui tire un peu vers quelque chose de voilà, d'une forme un peu tyrannique, faire de la pression hiérarchique ou alors être complètement dans une perte de contrôle. Donc tout ça, ça peut être important à un moment de pouvoir se poser et de pouvoir identifier aussi, où on en est par rapport à tout ça, sans jugement et sans honte aucune parce qu'on est tous, voilà, on est tous exposés aux difficultés et on les gère comme on peut. Et quelquefois, il est peut-être aussi important là-dedans de pouvoir faire appel soit déjà à une grille, voilà, des éléments, des choses écrites pour se documenter un peu, puis peut-être aussi à quelqu'un qui pourra vous aider justement aussi à identifier tout ça. Il y a des conséquences sur l'entreprise, parce que quand les RPS sont présents, le dirigeant peut aussi avoir ses problèmes d'absentéisme, de turnover, les arrêts maladie, les problèmes d'image aussi, parce que forcément, hein, quand on ne se sent pas bien, l'image en prend aussi. La perte financière, de la désorganisation et des baisses de productivité qui sont, inhérentes à quelqu'un qui ne va pas bien. Et ça, c'est un effet qu'on constate. Et puis après, les conséquences sur les équipes. Des conflits de groupe, des problématiques de bouc émissaire, de victimisation ou d'individualisme. Tout ça, ce sont des choses qui vont effectivement pouvoir être des conséquences, directes, de RPS qui durent, qui s'installent et qui, à plus ou moins long terme, vont générer ce type de conséquences. Et ça peut devenir à un moment, voilà, un petit peu compliqué aussi. Voilà, ce que je vous dirais, c'est qu'effectivement, hein, l'écoute est primordiale et le soutien indispensable. Mais on sait aussi, en tant que chef d'entreprise, que c'est pas toujours évident de trouver voilà, une oreille, une écoute. Sous quelle forme, quelle modalité, c'est pas facile de demander du soutien, de demander de l'aide, de trouver cet espace-là. Donc voilà, c'est des choses dont on est tous bien conscients. Après, effectivement, si on poursuit, le raisonnement, on va passer à cette question du salarié. Alors, moi, je voulais vraiment commencer par cet aspect des RPS pour le dirigeant parce que, c'est très souvent oublié, on le met de côté, mais le dirigeant, il faut qu'il aille bien parce que sinon, forcément, ça a du retentissement sur les salariés. Mais la loi nous impose aussi, quand on en a, de bien s'occuper de nos salariés et de mettre en place des choses, bien précises. Donc, on va prendre un petit peu de temps pour parler de la question des salariés face au RPS et forcément à l'extension, du Covid-19. On a des bouleversements économiques et sanitaires, on se retrouve avec, des salariés qui avaient déjà des problématiques ou non avant, qu'elles soient liées à leur travail ou liées à leur vie personnelle. Mais tout ça, on sait que c'est combiné, hein, et puis que ça retentit sur la productivité, sur le travail. Mais là, ils vont être confrontés à de nouvelles angoisses parce que, tout un chacun va avoir ses propres problématiques de base et va aborder plus ou moins facilement, cette notion, voilà, de nouvelle vie, de vivre avec un virus. On a tous un rapport différent à la maladie. On peut avoir des gens qui sont malades à côté de nous ou pas du tout se rendre compte et puis pas avoir du tout, envie de se plier à ces gestes qu'on vit comme une contrainte externe. Voilà, il y a plein de manières de réagir à ce Covid-19, à cette pandémie, qui de toute manière est mondiale et de fait pour nous nationale et qu'il faut adapter et intégrer dans notre quotidien. Il y a eu pas mal d'études, hein, de recherches un petit peu qui ont commencé, des enquêtes surtout, hein, qui ont été commandées par des cabinets ou par des organismes un peu plus étatiques. Heu, il y avait une citation du docteur, Peuzé que je trouvais intéressante. Elle est responsable du réseau national de consultation de la souffrance au travail et elle disait qu'en fait, donc il y a cette peur de perdre son travail qui est suractivée avec une espèce de double injonction paradoxale, de devoir travailler pour vivre, mais dans le même temps,
d'avoir cette sensation de risquer sa vie. Donc c'est ça, qu'on appelle l'injonction paradoxale. C'est que voilà, on vous dit d'aller travailler et en même temps, vous avez cette peur de tomber malade et en même temps, vous avez besoin de travailler parce que, il faut gagner de l'argent et vous voyez tout ça, ça crée cette espèce de cercle vicieux qui peut quelquefois enfermer la personne dans, voilà, dans des dynamiques d'angoisse et en tous les cas, ça a un retentissement sur l'état psychologique. Et effectivement, là, toutes les enquêtes, tout ce qu'on peut lire, hein, dans la littérature, récente, arrive à un constat, c'est qu'effectivement, on a un risque de contagion, aux risques psychosociaux de manière assez insidieuse par cette présence, voilà, de la pandémie et du Covid-19 dans nos fonctionnements d'entreprise. Donc si on passe à la diapo suivante, on va refaire un point sur les conséquences, des RPS dans l'entreprise, en adaptant un tout petit peu plus aux salariés. Mais ça fait tout à fait écho aux problématiques des dirigeants parce que, là, en fait, on a évoqué des facteurs d'exposition, on a évoqué les premières conséquences et ce qui est certain, c'est que selon la durée et l'intensité, les RPS, hein, tous ces risques psychosociaux, ils ont un impact sur la santé du salarié. Donc là, en l'occurrence, parce qu'on développe, mais aussi du dirigeant. Vous pouvez tout à fait vous les appliquer aussi, à vous-même en tant que dirigeant et à vos salariés. Heu, Moi, j'ai pris, si vous voulez, 3 dimensions, 3 sphères. On sait à présent, la littérature, elle a bien mis ça en évidence, les risques psychosociaux prolongés et selon la durée, selon l'intensité, vont atteindre tout ce qui est physiologique. Donc, la question des troubles musculo-squelettiques, tout ce qui est aussi problème d'ergonomie des postes de travail, de posture, les problèmes de dos, toutes ces choses-là sont liées, hein, justement à ces risques psychosociaux qui sont établis. Vous pouvez aussi avoir des prises de poids ou des pertes de poids qui peuvent être liées justement à cette situation d'anxiété. Et puis tout ce qui est problèmes cardiovasculaires, gastro-intestinaux et dermatologiques, parce que ça va être, hein, la première modalité d'expression quelque part de ces angoisses-là. Il y a un moment, quand il y a un trop-plein intérieur, quand il y a des difficultés intérieures, il faut bien que ça ressorte par quelque part. Et puis votre corps, il devient un vecteur de ces angoisses-là. Et voilà, ça s'exprime, hein, sur la peau, on le voit bien, dans le ventre. C'est pas anodin, ça nous parle tous, ces notions-là. Euh, cet aspect justement de la sphère physiologique, il est important. Et en tant que chef d'entreprise, il va être important d'être à l'écoute de ces petits signaux-là aussi. On a exposé tous les facteurs d'exposition voilà, c'est important d'en être conscient parce que ça va vous permettre, vous, après aussi, de faire l'évaluation de votre secteur d'activité et des risques psychosociaux qui en découlent. Mais vous pouvez aussi être attentif à ces éléments physiologiques, comportementaux ou psychologiques qui vont vous indiquer qu'à un moment, il faut peut-être prendre un peu plus de temps avec ce salarié en question parce qu'il y a des petits signes, il y a des modalités de changement, des choses que vous avez pu remarquer qui vous disent: «Ah, peut-être qu'il y a un souci, peut-être que, justement, on a une situation qu'il ne faut pas laisser durer pour pas que ça, impacte trop sur l'entreprise. Donc après, on a la sphère comportementale. Effectivement, une situation de risques psychosociaux prolongés ou d'anxiété prolongée, ça va agir sur le comportement, de la nervosité, une prise de décision qui va être altérée parce qu'on va être soit dans la précipitation, soit quelquefois des comportements de retrait et d'apathie. On a tout ce qui est aussi risque de violence, hein, parce que l'impulsivité, ça va ressortir. Et puis, très important pour les chefs d'entreprise, c'est ce risque avec les accidents de travail, parce qu'on sait que les RPS sont clairement liés aussi à la propension d'accidents de travail voilà, dans le secteur concerné. Donc, c'est important. Si vous voulez, on a l'impression que c'est toujours s'attarder trop et passer beaucoup de temps pour le salarié. Et puis, on a l'impression des fois, en tant que chef d'entreprise, d'être oublié. Mais là, quelque part, c'est aussi une manière, en étant vigilant sur l'état de santé des salariés, de pérenniser un petit peu la santé de son entreprise. Donc, c'est du temps qui est important quand même à consacrer parce qu'à la fin, vous allez pouvoir vous en bénéficier et c'est des relations qui provoquent des cercles vertueux et qui font du gagnant-gagnant. Et c'est ça qui est intéressant. Et puis un autre indicateur qui peut être aussi intéressant pour vous, c'est les consommations de substances, hein. Donc ça va aller des cigarettes, de la consommation de cigarettes, tabac, alcool, drogue, tout ça, c'est des indicateurs, même voilà, même sur la caféine, ça peut être des petits indicateurs qui vous font montrer qu'il y a une évolution, que votre salarié change et peut-être que du coup, il faut essayer de voir s'il n'y a pas des choses à mettre en place. Et puis après, il y a la sphère psychologique, où là, on va voir toutes les manifestations d'anxiété, les problèmes de concentration qui sont clairement liés à cet état d'anxiété, et puis les troubles du sommeil.
Ça a été beaucoup évoqué, hein, notamment par les salariés en télétravail, cette perturbation, des rythmes circadiens. Ça vient vraiment, vraiment être un indicateur très, très important et pour le coup, ça se vérifie assez bien, d'une situation qui se dégrade ou en tout cas d'un état psychologique qui se dégrade. Et puis ce sentiment d'isolement et de solitude aussi. Alors et ça, ça peut valoir pour le chef d'entreprise, mais aussi pour le salarié et encore plus selon certaines modalités d'exercice, voilà, du travail et de la fonction par rapport à cette situation de pandémie et de Covid-19. Voilà et puis on l'avait abordé tout à l'heure, hein, l'impact sur les entreprises forcément avec tout ce qu'on connaît, hein, sur le burn-out, sur les risques qu'on peut rencontrer de turnover, voilà. On l'avait abordé un peu plus tôt dans la diapo, consacrée aux dirigeants. Est-ce que ça va pour tout le monde pour l'instant? Vous avez des demandes, des questions? Non? N'hésitez pas. Hem, j'ai pris, voilà, dans la diapo suivante, en fait, il s'agissait d'évoquer cette solution à court terme ou à long terme, et quel comportement avoir avec son salarié. Alors, en tant que dirigeant, on a, des obligations humaines, hein, parce que voilà, on est aussi, dans une relation humaine et c'est primordial et puis on a aussi des obligations légales. Voilà. La santé du salarié, c'est une obligation légale et ça fait doublement écho, à chaque chef d'entreprise, que vous êtes, je pense, à savoir que ça a causé aussi beaucoup de problèmes dans la reprise ou dans la continuité du travail. C'est qu'on est responsable pénalement en tant que chef d'entreprise, hein, aussi, hein, de la santé de ses salariés et la question, du risque de contamination par le Covid-19, de l'obligation de mise en place des gestes barrières et puis cette responsabilité permanente qui pèse sur les chefs d'entreprise. Voilà, ça ne peut que faire écho à chacun et ça vient ajouter, hein, moi je l'entends aussi comme ça vient ajouter, une dimension d'anxiété pour le dirigeant qui doit, déjà faire face à toutes les autres difficultés économiques et diverses, morales et etc. Et puis en plus, avoir cette crainte d'être responsable. C'est ce qui d'ailleurs, je vois pour tout ce qui concerne le bâtiment, a posé beaucoup de soucis par rapport aux fournisseurs, parce que les fournisseurs ont fermé, très vite parce qu'il a fallu se protéger du risque pénal. C'est aussi le cas des banques, qui ont voilà vite, cloisonné et fermé tout à partir de la mi-mars pour être sûr de ne pas engager leurs responsabilités aussi. Donc voilà, tout ça, ça complexifie encore plus la tâche du dirigeant. Mais en tous les cas, on a des responsabilités, mais on a aussi des solutions et des comportements adoptés. Il est certain, qu'il est vérifié, qu'on soit voilà, une TPE ou une PME, la communication est indispensable sur les procédures qu'on a envie de mettre en place, sur, la manière dont ça va fonctionner, sur les envies qu'on a ou pas. L'échange, la communication et le maximum de transparence sur, les mécanismes de prévention qui vont être adoptés, c'est indispensable et ça va vraiment apaiser et faire passer la soupape, 1re, hein, de ces craintes qu'ont les salariés, soit à la reprise, soit à la future reprise pour ceux qui n'ont pas encore repris. Et puis l'écoute et les temps de parole, sont vraiment des éléments fondamentaux, pour désamorcer, cette espèce de, voilà, de glissement insidieux, hein, dont parlait un auteur que je citais précédemment, justement, vers les RPS. Il va vraiment, vraiment, vraiment valoir mettre en place, des temps d'écoute et des temps de parole, tout en sachant que c'est pas toujours évident pour le chef d'entreprise de les mettre en place lui-même parce qu'il a déjà aussi peut-être lui besoin, de soupape, de moments d'écoute pour lui, parce qu'il doit aussi gérer tout le reste. Donc c'est là que ça peut être intéressant de faire appel à un tiers et de demander justement des temps de parole pour soi et pour les équipes. Et puis, voilà, on a des groupes à mettre en place dans les grandes entreprises, hein, ça c'est voilà, ça fait partie des demandes et des obligations. Mais dans les toutes petites entreprises, ça peut être aussi intéressant de se prendre un temps d'échange et de constituer un petit groupe de salariés, hein, parce que finalement le groupe, il sera constitué des personnes qui travaillent quotidiennement quand c'est des toutes petites entreprises. Et puis ça va permettre d'échanger sur le regard, les situations et d'être vraiment dans un croisement des regards. Et là, ça peut aussi être une modalité et puis ça fait partie, des obligations qu'on a et ça permet justement peut-être aussi d'élaborer ce document unique d'évaluation des risques que je cite un peu après, qui là fait partie de nos obligations du code du travail. Et on sait tous qu'en tant que dirigeant de petites ou très petites entreprises, c'est pas évident d'être, à jour face à toutes ces réglementations, à tous ces impératifs. Voilà, donc il y a des relais pour ça, il y a des possibilités, mais c'est vrai que, voilà, faut en être conscient, mais il faut savoir qu'il y a aussi des aides qui existent. Si on passe à la diapositive suivante. Voilà, on a fait le point un petit peu, voilà, très rapidement, hein, succinctement, vraiment, mais bon, on a essayé voilà, j'ai essayé de condenser. On a fait le point sur les RPS, sur le risque de glissement, avec le coronavirus.
le cas des dirigeants, le cas des salariés, nos obligations. Et puis après se pose la question finalement, de cet après-confinement. Heu, on n'est pas encore dans une période où on peut dire qu'on est sorti, de la pandémie parce que c'est pas le cas. Les indicateurs sont pas encore ouverts pour tout le monde et on a cette incertitude qui pèse sur chacun et qui nous met dans un état justement, qui est pas évident à gérer. Les salariés le ressentent aussi et ça a conduit justement à des adaptations et à la mise en place de nouveaux modèles. Alors, c'est plus ou moins facile à mettre en place selon son secteur d'activité. Il y a des endroits où on n'a pas le choix, il y a des endroits où c'est possible et on s'est rendu compte que, il y a plein de mouvements qui se sont mis en place. Alors ça va être le télétravail, la digitalisation aussi, des méthodes de voilà, des méthodes de travail, hein. Il y a des gens qui se sont mis dans la restauration à faire du drive alors qu'ils n'en faisaient pas, à créer d'autres manières d'interagir avec leurs clients, à créer d'autres manières de vendre leurs produits. Tout ça, ça nous invite à se réinterroger, à se remettre en question et à la limite, ce que je dirais, c'est que ça va être peut-être cette espèce de bénéfice secondaire qu'on va pouvoir tirer justement de cette période, inédite. C'est qu'il va falloir transformer, il va falloir trouver des manières de s'adapter, qui nous soient positives. Parce que c'est comme ça qu'on en sortira aussi, grandis et puis dans une meilleure aussi santé, psychologique. Donc nos processus habituels, ils sont remis en place et là, si on s'attarde un tout petit peu sur le télétravail, voilà, juste pour un chiffre, hein, il y a quand même 3,9 millions de personnes qui ont été mis en télétravail en France, donc c'est pas rien. Et ça pose aussi là, en tant que tel, des questions particulières sur, l'état psychologique que ça peut générer et les difficultés pour certains que ça peut mettre en avant. Hem, je me suis arrêtée sur 4 thématiques importantes, hein, qui sont 4 indicateurs, qui peuvent vous aider aussi si vous pratiquez ou vous faites pratiquer du télétravail. Hem, donc c'est un concept, hein, dont on parle un petit peu ces dernières années, c'est cette fameuse charge mentale, elle est en augmentation forcément avec le télétravail. La difficulté de conciliation avec la vie familiale, parce que voilà, on l'a vu, hein, dans les RPS, on parlait bien de cette difficulté à séparer vie privée et vie professionnelle. Et beh là, dans un contexte où on va devoir travailler en plus de chez soi, c'est d'autant plus compliqué. Voilà. Ensuite, il y a beaucoup de salariés en télétravail qui expriment la lassitude, cet ennui, c'est très lié à l'incertitude aussi, voilà, au fait de ne pas savoir. Alors il y a des choses qui ont été mises en place, hein, pour mettre le plus de transparence possible dans les discours étatiques, mais ça reste quand même, une période d'incertitude qui crée cette espèce de lassitude, de redondance et c'est difficile à vivre pour le salarié. Et puis après, il y a cette double envie, en même temps pour certains de retourner au travail et en même temps la peur d'y retourner. Parce qu'on a un rapport, différent chacun à la maladie, au risque de contamination et ce changement des habitudes, comment on va retrouver le quotidien à l'extérieur, comment on va vivre le regard de l'autre à l'extérieur, masqué, pas masqué, dans quelles conditions. On ne peut plus utiliser les mêmes modalités de communication qu'on le faisait avant. Donc tout ça, ça peut faire très, très peur et ça peut, voilà, mettre, la personne qui va passer du télétravail au retour à l'entreprise dans une situation très complexe. Et puis, je voulais juste faire une toute petite parenthèse, voilà, des petites recommandations, alors qui ont été déjà évoquées, hein, sur la diapo suivante. Heu, la détresse psychologique, elle peut être identifiée, elle existe, hein, chez les salariés en télétravail. Ça c'est quelque chose dont on se rend compte, hein, quand on lit les dernières enquêtes et puis voilà, tout le monde en a fait état. Donc après, qu'est-ce qu'on peut faire? Quand il y a pas le choix, quand le télétravail doit perdurer, il y a tous ces petits conseils de base qui paraissent anodins, mais qui sont en même temps, voilà, pleins de bon sens et très utiles. C'est l'aménagement de l'espace de travail et son adaptation. Après, selon les configurations des entreprises et les moyens des entreprises, si ça perdure, si le télétravail continue, il va falloir aussi peut-être, voilà, investir pour le salarié dans les outils de travail. Alors je vois qu'il y a une question. Alors madame Roumier qui nous dit: «Il y a aussi des différences entre ceux qui ont continué à travailler sur place, ceux qui se sont occupés de leurs enfants et ceux qui ont exercé, leur droit de retrait». Alors ça, c'est totalement juste ce que vous dites effectivement. Heu, Ça d'ailleurs, c'est ce qui va aussi, être, d'une grande complexité à gérer pour les dirigeants. Parce que voilà, quand tout un chacun va commencer à revenir ou pas d'ailleurs, il va falloir gérer ces tensions entre les salariés. Et vous voyez, c'est tout à fait pertinent ce que vous dites parce que voilà, on en revient à ce qu'on disait sur les RPS et que les risques de conflit au sein de l'entreprise, ils vont être générés par ce type de différences qui ont été mises en place, de manière plus ou moins forcée ou non. Mais en tous les cas, chacun va l'avoir vécu différemment et vous allez avoir un salarié, qui va être,
J'avais un exemple il n'y a pas très, très longtemps, d'un fournisseur qui avait dû garder des équipes opérationnelles sur site et puis d'autres à la comptabilité, par exemple, qui étaient restés en télétravail. Et ceux qui étaient sur site, en première ligne, avaient leurs propres angoisses aussi d'être contaminés, c'était pas évident pour eux, avaient l'impression d'être complètement délaissés par les dirigeants et puis par ceux qui étaient à la compta et puis qui devaient gérer les problèmes avec les clients qui étaient beaucoup en demande parce qu'en plus, eux aussi étaient inquiets. Et puis ils ont vraiment eu l'impression d'être les premiers catalyseurs et puis de tout se prendre en pleine face sans avoir d'outils et d'éléments. Et c'est vrai que ça va créer des différences qui peuvent après se réimpacter dans les mois à venir. Il y avait, je lisais quelque chose récemment et la personne disait qu'effectivement, c'était voilà, quelqu'un qui fait de la recherche, qui disait qu'il va falloir donner presque une bonne année et d'ici un an, on aura certainement pas mal de retours négatifs si on met rien en place. Mais par contre, si on met des choses en place, il y a possibilité de voilà, tous ces possibles conflictualisations-là, avec de la parole, avec du temps d'écoute et de la reformulation, on peut justement, voilà, les travailler et faire en sorte que ça devienne après quelque chose de plus positif. Il y a Laurence qui nous dit: «Quand l'entreprise doit faire intervenir» ah oui, quand est-ce qu'elle doit faire intervenir le médecin du travail? Ça après à tout moment. À tout moment, hein, vous avez la possibilité d'y faire appel. Alors, au niveau des obligations, légalement, pour l'instant, hein, il n'y a pas d'obligations liées au coronavirus qui nous ont été imposées. Bon après, il faut suivre parce que ça peut bouger à tout instant. Ça, en règle générale, si vous êtes assez proche de vos comptables, elles vous tiennent au courant de tous les décrets et des choses qui sortent, notamment par rapport à la médecine du travail. Mais par contre, si vous avez aussi cette sensation qu'il y a un souci, vous pouvez faire appel à la médecine du travail. Effectivement, c'est intéressant et c'est une très bonne initiative. Et ça permet voilà, de proposer un regard tiers aux salariés ou à soi-même, hein, d'ailleurs, même en tant que dirigeant, on a le droit d'aller leur demander de l'aide. Ça peut être aussi le cas pour certaines autres situations. Donc après, si on poursuit sur ce qu'on disait, quand on est en télétravail, hein, il y a aussi toute cette question de favoriser le lien social. Je vous dirais d'ailleurs pas que, parce que voilà, tout le monde a été mis à mal avec ce rapport au lien social. On a tous une manière d'interagir ou non avec les autres et ça a été compliqué pour beaucoup. Et puis après, ce qui est très important dans la période de confinement et pour ceux qui sont en télétravail, c'est de conserver des habitudes et un rythme de vie. Et c'est vrai que, là, on le voit, hein, je vois qu'il y a des femmes aussi ce soir. Donc, voilà, il y a aussi cette question de l'homme, de la femme, du rôle de chacun dans l'entreprise, des fois chacun chef d'entreprise ou bien l'un ou bien l'autre. Et la question des enfants, parce que, vous n'avez pas de place dans les écoles pour vos enfants et en même temps, vous devez continuer à gérer votre entreprise et ça, c'est pas évident, pour tout le monde. Alors, je ne connais pas la situation de chacun et chacune, parce qu'il y a des papas aussi qui doivent gérer la scolarisation de leurs enfants ou non. Mais voilà, on est tous confrontés à cette espèce de temps suspendu dans lequel on nous demande de nous adapter et c'est pas évident. Voilà, donc le rythme de vie, les habitudes, c'est plus qu'important. Même si on est moitié télétravail, moitié sur le site d'entreprise, enfin voilà, il faut garder un rythme et essayer de se structurer le plus possible parce que ça nous met vraiment à mal ces périodes complexes. Et puis, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, les investissements de l'entreprise, hein, dans le matériel, si vraiment vous avez des prolongations de certaines situations de télétravail, ça peut être une réponse intéressante et ça peut, voilà, alléger le quotidien du travailleur et le mettre aussi, en meilleures conditions et dans une meilleure manière d'aborder son quotidien de travail. Voilà. Moi, j'ai abordé à peu près les choses qu'on s'était fixées. Moi, j'avais enfin, voilà, après, je sais pas, je laisse peut-être reprendre la parole à madame Rochard, si vous voulez faire peut-être un petit point? Ah, je vois une question. Dans quelle mesure l'entrepreneur peut voir comment on est installé? Vous voulez dire, comment le salarié en télétravail est installé? Ouais, chez soi, en télétravail. Ouais, ouais, ouais. Après, C'est un il y peu a les on n'est pas droits, obligé. Mmh. quoi. Ouais. Alors après, vous avez, des relations plus ou moins de voilà, vous avez, les obligations, elles sont assez floues, hein, parce que la période est inédite. Après, le télétravail a ses règles, mais ça reste quand même assez souple. On n'a pas cette obligation d'acheter tel ou tel matériel, il y a pas de critères définis. Mais après, peut-être que ça va devenir aussi, plus le télétravail va se démocratiser et peut-être, comme vous le dites très justement, peut-être qu'on aura de nouvelles obligations qui vont naître et des obligations, du coup, en tant que chef d'entreprise, financières, d'aménager les espaces de travail. Je vous dirais que pour l'instant, c'est pas encore intervenu, mais ça peut arriver. Et Voilà. l'ergonomie du poste du travail, on sait à C'est quel point ça, c'est c'est ouais, ça, ouais.
Ouais. Et, Ça dépendra vraiment de cette manière dont vont réagir les salariés et les entreprises au télétravail. parce que moi, on m'a déjà dit dans une grande. Enfin, on m'entend là? Oui, oui. On m'a Oui, déjà oui, dit moi dans je une grande entreprise, en fait, c'est dans le nucléaire, on m'a dit, mais c'était avant le Covid, on m'a dit, on s'interdit complètement de demander ou de voir comment les salariés travaillent chez eux. Et quelque part, moi, j'ai trouvé que c'était un petit peu embêtant parce que, effectivement, on ne va pas s'incruster, mais ça peut être bien de voir l'ergonomie du poste de travail, de donner quelques conseils si les personnes sont d'accord, quoi. Et donc, c'était un petit peu ma question, c'est quels sont les droits, et vous avez bien répondu, quels sont les droits et les devoirs et l'attitude qu'on peut avoir pour, sans être intrusif, mais pouvoir mieux se rendre compte comment la personne est organisée et du coup mieux travailler avec elle, en fait. C'est ça. Après, effectivement, comme vous le dites, hein, dans les grosses entreprises, souvent, il y a cette problématique c'est les RH qui traitent ces questions-là aussi et qui sont très, dans l'angoisse justement de bien faire attention à ne pas être intrusif dans la vie du salarié. Donc, Voilà, ouais, oui. voilà. Mais bon, j'ai trouvé que c'était un peu, voilà, que moi, j'avoue que ça m'a surprise qu'on me dise ça. Et bon, après, je vois bien, mais je pense que c'est important de bien se rendre compte aussi quelles sont les conditions de la personne quand elle est en télétravail, si elle accepte qu'on puisse en discuter et même dessiner comment ça se présente. C'est ça. Après, il y a beaucoup de visios maintenant qui se font. Alors sur la plus jeune génération, c'est vrai qu'ils bossent beaucoup en visio avec leurs dirigeants, qui souvent en plus sont dans d'autres pays. Donc ça, c'est des cas, voilà. Et ils ont plus facilement, peut-être maintenant, ils demandent plus facilement aussi d'avoir un ordinateur ou une nouvelle chaise ou peut-être voilà des calpiers pour le bas. Donc c'est vrai que peut-être. Et je pense qu'il va y avoir vraiment des transformations qui vont être mises en place là en post-Covid parce que il va falloir s'y intéresser. Et moi, de mon point de vue, je pense qu'il faut rattacher ça aussi, comme dans le document unique qu'on rédige pour les RPS, il faut s'appuyer sur ce document-là et il faut l'intégrer aussi, comme vous dites, dans une dynamique d'échange respectueux. Hein, mais ça va être important vraiment de se poser cette question-là parce que voilà, les troubles musculo-squelettiques, les problématiques de dos, c'est vraiment quelque chose qui vient prendre beaucoup de place. Et l'ergonomie, elle en fait partie. Et forcément, un salarié qui se sent mal dans son poste de travail va aussi peut-être en vouloir à son employeur sans le dire. Et puis, ça va comme ça faire boule de neige. Hein, voilà. Donc, tout à fait. Ouais, ouais. Exactement, et l'investissement est parfois très, très minime. Par exemple, moi j'ai eu un cas, mais bon, c'était avant le Covid, où là c'était une salariée dans l'entreprise qui aurait voulu avoir un retour, enfin, elle avait un bureau avec, et on voyait ses jambes en fait, et elle voulait Ah que oui. les jambes soient cachées juste et qu'il y ait une planche, carrément, voilà. Et elle n'osait pas le dire. Et je trouvais que c'était extrêmement dommage parce qu'en fait, ça pourrissait son quotidien. Chaque fois que quelqu'un entrait dans son bureau, elle avait peur qu'on voit ses jambes, etc. Et en fait, je pense qu'il y a certaines personnes qui n'osent pas assez dire quels sont leurs besoins ou qu'est-ce qui pourrait vraiment améliorer nettement leur confort. Et on peut le faire simplement à partir du moment où on le sait. C'est ça. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, c'est pour ça que cette dimension de communication et d'échange, elle est primordiale. Et si le dirigeant va bien, il va plus facilement aussi pouvoir communiquer. Parce Exactement, que exactement. quand Mais on se sent moi, pas j'ai bien, remarqué, voilà, moi, je ne vais pas monopoliser, je fais encore une intervention, un échange avec vous. C'est, je vois, par exemple, par rapport aux Allemands, je trouve que les Allemands, les managers allemands sont assez proches des salariés et, et du coup, il y a plus d'échanges. En France, on a peur que l'échange aille trop loin, qu'il soit trop personnel, qu'il déstabilise. Et en fait, on a tendance à le bloquer, alors on a une culture de la créativité, de la co-création vraiment, et on se sent rapidement délaissé si on n'a pas la parole. Et en fait, on est face à souvent le manager n'est pas assez à l'écoute, ne comprend pas que c'est vraiment tout bénéfice, quoi, tout gagnant-gagnant, comme vous l'avez dit tout à l'heure. c'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est aussi notre rapport à la réglementation et à tout ce qui est législatif en France. Hein. C'est que voilà, on a toujours cette crainte, comme on disait tout à l'heure, voilà, la crainte du risque pénal, la crainte des recommandations, la crainte de tout ça. Ça vient mettre des freins un peu partout, des bâtons dans les roues de tout ce qu'on pourrait faire facilement, comme vous le dites, avec un peu de communication et puis de légèreté. Et donc, ça vient tout complexifier.
je pense qu'il va être intéressant peut-être après voilà, de se réinterroger justement dans les mois, dans les années à venir aussi sur nos politiques managériales, sur la manière dont on interagit, sur voilà, sur toute la culture RH aussi qui s'est construite à un moment, parce que voilà, on peut échanger sans tomber dans l'intrusion ou le harcèlement sexuel ou tout ça, voilà. Mais effectivement, c'était un gros tabou qui a flotté. Hein. Après, du coup, pour faire le pont sur mes activités, c'est vrai que moi, c'est ça que j'ai essayé de mettre en place. En fait, moi, je suis chef d'entreprise. Moi, je suis psychologue clinicienne de formation principale. Et en fait, ces dernières années, au contact des chefs d'entreprise, au contact des dirigeants et en développant moi-même des activités, je suis revenue à mes premières amours, justement. Et je suis en train de me dire, surtout là, avec ce Covid, qu'il faut mettre en place aussi des supports. Et voilà, très justement, moi, je ne sais pas si c'est une bonne réponse, mais en tous les cas, moi, la réponse que je propose, elle est là. C'est en faisant appel à soit des psychologues extérieurs qui font de l'analyse de pratique, ou bien à des intervenants, voilà, consultants qui proposent justement des interventions d'entreprise. On se protège un peu en tant que dirigeant de plus ou moins beaucoup de salariés. On se protège un peu et on met en place justement ce tiers. Parce que voilà, nous, on le voit dans la pratique quotidienne chez les psychologues, mais dans l'entreprise, c'est pareil. Introduire un tiers, ça va permettre justement de relâcher un peu cette pression et de mettre en place des procédures, de mettre en place des échanges, de mettre en place de la communication. Et le dirigeant et puis les RH vont se sentir un peu plus rassurés. Donc nous l'idée de moi, voilà, j'ai fait cette présentation-là pour pouvoir échanger aussi un petit peu avec les personnes qui souhaitaient, et puis aussi parler de ce qu'on est en train de mettre en place. Ou en tout cas, c'est du service aux entreprises, et on essaye vraiment, on a envie vraiment de développer ça. C'est que moi, je fais de l'analyse de pratique déjà de formation, alors principalement avec tout ce qui est personnel médicaux, parce que c'est là qu'on travaille le plus, associatif. Mais je pense qu'il faut aussi être au chevet des entrepreneurs et des dirigeants. Parce que voilà, nous, on est psychologue clinicien, et clinique, ça veut dire être au chevet. Et c'est pour ça que j'utilise volontairement ce terme-là, c'est qu'il faut qu'on puisse écouter ces dirigeants, qu'on puisse écouter ces personnes qui portent tout sans forcément avoir eu parce la que formation. Oui, tout à fait. Et Ouais. les chiffres sont assez alarmants sur le burn-out et les dirigeants qui 80%, je crois, ont une fois dans leur vie frôlé carrément l'implosion, quoi. Et donc, c'est quand même beaucoup. Et je trouve que dans des zones comme la Nièvre, bon, moi, je suis à moitié sur la Nièvre, à moitié sur les Yvelines, et je trouve que dans la Nièvre, il y a quand même beaucoup de chefs d'entreprise qui sont assez seuls parce que, enfin, bon, après, il y a des organismes comme voilà, celui qui nous invite aujourd'hui, mais et d'autres, mais oui, ils se sentent assez seuls. Et il y a aussi, moi, ce que j'ai remarqué, il y a aussi le fait que les gens se connaissent beaucoup. On n'ose pas trop parler de ses propres problèmes parce que ça va se savoir, parce qu'il y a aussi ce qu'en dira-t-on qu'en région parisienne, moi, je connais pas bien, quoi, en fait. Oui. Et donc, du coup, c'est embêtant parce que c'est un frein supplémentaire à la concertation ou à l'échange qui serait libérateur. Ouais. Mais nous, on le voit déjà, déjà dans le quotidien, aller consulter quelqu'un, c'est déjà compliqué parce qu'on a cette peur du jugement du praticien. Mais en plus, comme vous le dites, quand on est chef d'entreprise, alors si on se dit, si ça se sait, si ça se voit, si on sait que je vais mal, on va penser que mon entreprise va mal, et puis après ça va. Et en fait, il y a tout un imaginaire comme ça qui se met en place, alors qui est plus ou moins fondé, parce que c'est vrai qu'en même temps les gens parlent, mais est-ce qu'il faut vraiment qu'ils aient des supports pour parler? Je suis pas sûre. Dans les petites villes, je pense qu'ils prennent un peu tout et n'importe quoi. Ça fait partie du fonctionnement de l'être humain, de toute façon, de parler de manière négative. Mais je pense que en tout cas, se donner des temps de parole, des temps d'élaboration, c'est ce qui va permettre justement de dépasser ça. Oui, tout à fait. Pardon. Oui, ce que vous disiez, ce que je vois, parce que c'était vraiment très complet ce que vous avez fait, il y a quelque chose que j'aime bien, que vous avez peut-être juste abordé, c'est vraiment la prise de recul. Et c'est vrai que quand on est dedans et complètement dedans, on a vraiment trop de mal à prendre du recul et à relativiser et à prendre des bonnes décisions du coup, quoi. C'est vraiment le Abstand nehmen en allemand, c'est vraiment prendre du recul. La hauteur, ou comme on veut. Pouvoir, quand on est dans la situation,
on peut pas en avoir, on est pris dedans alors soit on arrive à en prendre parce qu'il y a un moment où on va mieux et qu'on peut prendre du recul, mais c'est pas toujours possible et il faut s'autoriser à faire appel des fois à un tiers, qui est Voilà, c'est professionnel, ça, hein, mais je suis complètement d'accord avec vous. Je suis complètement d'accord qui va avec nous vous. aider à prendre de la distance. Ouais. Ouais. Nous, en tout cas, moi, dans les interventions que je propose au niveau de mon entreprise, le but, c'est vraiment ça, c'est d'utiliser, moi, ce que j'ai mis en place dans les analyses de pratique, hein, au niveau avec les associations. Hein, j'ai travaillé dans plusieurs secteurs. Je trouvais que c'était essentiel, ce moment qu'avaient les équipes pour élaborer, parce que c'est ce qui va permettre de désamorcer les situations, de mettre du sens, parce que là, où il y a la prise de recul, la question du sens, tout ça, dans l'entreprise, que ce soit le commerce, l'artisanat, les plus ou moins grosses entreprises, on est dans l'humain et il faut mettre du sens sur les relations, il faut mettre du sens sur les C'est problématiques. vrai que dans l'aide à la personne, par exemple, avec les réunions de bonne pratique et les échanges, Mm-hmm. ils sont un peu en avance, même si bon, ils ont beaucoup d'autres choses sur lesquelles ils sont très en retard parce que voilà, leur vie est quand même assez compliquée. Mais je trouve que ça, Ouais. c'est vraiment très intéressant. Parce que voilà, tout de suite, le fait de pouvoir parler, de pouvoir se libérer et d'avoir des échos, de savoir qu'on n'est pas fou, qu'on vit bien certaines choses et savoir comment on peut s'y prendre pour Tout régler à les fait. choses. Tout à fait. Il ne faut pas hésiter à demander. Je vois une question de Laurence, enfin non, une constatation. Elle dit, donc Laurence nous dit, ce sera vraiment l'objectif, hein, de cet après-Covid pour éviter le mal-être de la reprise. Et complètement, voilà, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'est aussi, voilà, moi, le but de, de mes interventions, c'est ça. Elle nous met aussi échanger, construire ensemble et effectivement faire appel à l'autre. Alors, moi, je pense que c'est indispensable parce que ça va permettre de construire, de co-construire. Et donc Sophie Rochard nous dit comment inviter les chefs d'entreprise à se questionner sur les risques psychosociaux. Ouais, parce que moi, je rencontre pas mal de chefs d'entreprise, donc on fait du diagnostic. Mais comment, enfin, parce qu'il y en a beaucoup qui ont la tête dans le guidon, qui vont être submergés par des problèmes financiers, des problèmes de personnel. Comment trouver les mots ou le déclenchement pour leur dire, ben voilà, est-ce que vous avez pensé à ça et est-ce que vous auriez derrière besoin de soutien sur ça? Parce que moi, ma problématique, elle va être là. Comment les inviter à se poser les bonnes questions et pour trouver justement, pouvoir leur apporter cette solution. C'est ça. Mais du coup, je rebondis sur ce que disait Madame Roumet tout à l'heure, c'est qu'effectivement, alors, bon an, mal an, dans l'associatif, il y a cette question de l'analyse de pratique qui est très utilisée parce qu'il y a des budgets qui y sont dédiés. Et moi, je pense que, alors je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais ce qui est compliqué, c'est que dans l'entreprise au quotidien, surtout sur les petites entreprises, quand on est des fois seul ou un ou deux salariés, on ne veut pas dédier un budget à ça parce qu'on se dit ça va passer et puis on continue, comme vous dites, la tête dans le guidon à avancer. Puis du coup, on ne se pose jamais ces questions-là parce qu'on se dit qu'on va encore perdre de l'argent et que le temps, c'est de l'argent et voilà, et boule de neige. Et c'est ça qui est compliqué. Je pense que déjà en communiquant comme vous le faites là sur les webinaires, c'est important. Alors certes, c'est déjà les gens qui sont un petit peu sensibilisés qui vont y aller. Et plus ça va se faire et plus ça va être possible de mettre des choses en place. Moi, c'est pour ça que j'ai développé ces propositions-là. C'était vraiment d'amener finalement ces temps de parole et d'échange par le tiers, justement, dans l'entreprise, parce qu'il va vraiment falloir qu'on puisse aider les chefs d'entreprise. Et voilà, quand on parlait des RPS, quand on parlait de ce glissement avec le Covid, on a des responsabilités en tant que chef d'entreprise et peut-être voilà, on peut peut-être prendre ce temps-là ensemble, utiliser cette crise pour le transformer et pour en faire quelque chose de positif pour tout un chacun. Mais effectivement, c'est la communication et c'est justement les plateformes comme les vôtres qui vont permettre tout ça aussi. Voilà, de Je dire que pense, ça existe. ouais. Je sais pas, je peux te rajouter. Je pense aussi, enfin, je pense que c'est très, 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 très innovant, très, très chouette votre idée de créer un budget. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, je pense que, enfin, moi, ce à quoi je fais allusion, c'est à la productivité, quoi. C'est montrer que si on fait intervenir des gens qui peuvent permettre d'échanger, de faire tomber les, enfin, les angoisses, les gros problèmes, les problèmes interpersonnels, on gagne vraiment en créativité, en productivité. Bon, on sait aussi que quelqu'un qui est productif par rapport à quelqu'un qui est motivé, qui a trouvé du sens à son travail, par rapport à quelqu'un qui est frustré, qui n'est pas écouté, il y a quelquefois 10-20%
Mhm. de pourcentage de productivité. Et c'est vrai que au bout de l'année, on peut voir que ça fait de l'argent. Et si les gens, notamment les jeunes, il y a aussi des générations, si les jeunes en ont marre et s'en vont, après il faut reformer, il y a du turnover. Donc c'est quand même, tout ça, ça se traduit Ça quand coûte même en beaucoup chiffres. d'argent, Et c'est je pense qu'à un important. moment donné, voilà, à un moment donné, il faut aussi parler de chiffres, il faut aussi parler de tout Mhm. l'intérêt. Puis peut-être faire des essais pour les gens qui sont un peu plus réticents, si vous les connaissez bien, voilà. Il faut s'adapter. Moi, en tout cas, que ce soit professionnellement et puis même encore maintenant dans ce que je développe, voilà, il faut qu'on puisse s'adapter, nous, en tant que tiers qui proposons des choses, et puis qu'on essaye voilà, de s'adapter aux situations. Il n'y a pas énormément de psychologues qui ont envie d'intervenir dans ces situations-là. Et moi, j'avais envie de le faire parce que je pense que voilà, il faut vraiment qu'on partage, qu'on communique, et c'est comme ça qu'on trouvera les réponses et voilà, et qu'on se bonifiera tous ensemble aussi dans cette démarche-là. Donc, c'est important, c'est sûr. Je Je trouve voyais que l'adaptation, c'est génial. Parce que c'est vraiment. Parce on voit quand même qu'il y a des gens, et moi, ça fait la deuxième fois là, que j'assiste à je participe à un webinaire, et je trouve que vraiment, il y a de l'adaptation, il y a une volonté d'être à l'écoute et de ne pas plaquer quelque chose. Et quand on lit, forcément, il y a des gens qui écrivent, on a l'impression que c'est un peu la tarte à la crème, et ça nous dessert un peu parce que quand on connaît bien donc vous connaissez bien la psychologie, moi je connais bien l'organisation des entreprises pour y avoir travaillé beaucoup, et Oui, du coup on va faire en sorte que ça marche et de faire quelque chose d'adapté et pas c'est quelque ça. chose d'artificiel, quoi. Et ça c'est très très important. Ça devrait pouvoir convaincre. C'est ça, c'est ça. Et je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui peut être fait maintenant. Peut-être que c'était pas possible à un moment, mais quand vous le disiez tout à l'heure, c'est ce rapport aussi quelquefois les petites entreprises ont avec les productifs et les improductifs. Voilà, moi par exemple, dans mes interventions, je vais être considérée comme une improductive, et en même temps, comme vous le disiez, c'est en prenant des fois ce temps qui se suspend d'improductivité entre guillemets pour certains, que ça va permettre derrière d'augmenter justement la productivité, parce on va donner du temps et on va voilà, améliorer la santé de la personne, on va améliorer son fonctionnement, on va l'aider, on va l'accompagner. Et tant pour le salarié que pour le dirigeant, c'est ce qui va permettre d'ouvrir le champ des possibles. Et c'est ça, moi, dans mes interventions quotidiennes, c'est ça. On n'est pas magicien, mais en tout cas, si on peut aider à ouvrir ce champ des possibles, déjà, c'est déjà beaucoup, et ça ouvre plutôt que de fermer tout comme ça se passe quand on n'est pas Exactement. bien. Et voilà. Exactement. Ouais, c'est ça. Il y Et je avait pense aussi oui. qu'il peut y avoir. Moi, par exemple, j'ai entendu parler, il y a une je connais une jeune femme qui travaille chez un fleuriste à Mhm. Decize, c'est à Decize, à Nières. Ouais. Et quand elle a repris, la chef d'entreprise, en fait, qui a 2 magasins, leur a dit voilà ce qu'on a perdu, voilà ce qui se passe, voilà dans quel état je suis. Et j'ai trouvé ça pas mal parce qu'en fait, elles ont bien échangé. Et j'ai C'est trouvé ça ça. bien parce qu'il y a eu un partage, il y a eu un déchargement, et voilà. Bon, après, C'est ça. Ouais. c'était peut-être limité, mais bon. En tous les cas, la dirigeante, elle s'est autorisée à parler de ce qui l'inquiétait. Les Voilà. salariés, du coup, ça les a sûrement sensibilisés. Elles ont peut-être pu aussi se Exactement. rendre compte qu'elles Exactement. avaient envie de s'engager pour Voilà. l'aider. Et c'est ça, c'est ce rapport-là, parce qu'on est trop souvent dans le monde du travail, ces dernières années, hein, dans un rapport où il faut toujours être gagnant et qu'on ne veut rien donner. Le salarié, il a toujours l'impression qu'on lui prend quelque chose. C'est sans jugement ce que je dis, hein, vraiment. Mais on le constate, hein, moi je l'entends voilà, auprès des gens. Et c'est vrai qu'aller travailler, on a l'impression que c'est donner quelque chose qui n'est pas toujours mérité par le dirigeant. Et c'est vrai que mettre de la parole, mettre du dialogue, ça va peut-être aussi aider à rétablir cette balance, hein. Et voilà, bon, il y a toute une culture derrière et toute une philosophie, en tout cas, de vie, mais je pense que c'est important, effectivement. Et s'il y a un moment où c'est possible, c'est peut-être maintenant de rétablir aussi cette Et balance. c'est pas forcément très long. Faut pas inquiéter les chefs d'entreprise, parce que c'est pas forcément très long. Ça donne une impulsion. Puis quand il y a un nouveau besoin, on Tout peut à être à fait. nouveau là, quoi. Ouais. Tout à fait. En fait, si vous voulez, nous, les interventions, elles peuvent être très ponctuelles. Voilà, un dirigeant intervient, demande une intervention parce qu'il repère qu'il y a des soucis chez un salarié. Donc, ça peut être très, très circonstancié dans le temps. C'est pas forcément très long, 2, 3 rendez-vous. Ça peut se mettre en place très, très rapidement. Nous, on va donner des clés aussi, hein, aux managers ou aux dirigeants pour justement pouvoir après gérer les choses. Mais ça va mettre déjà, hop, une petite bulle d'oxygène dans ce processus. Et puis, si après, il y a besoin, on peut être sollicité
à moyen ou long terme. Et puis, dans l'hypothèse où il y aurait besoin de mettre en place des groupes de travail, c'est pas forcément, effectivement, comme vous dites, hein, c'est pas forcément une semaine de travail intensive. Ça peut être 2 heures par mois, ça peut être quelque chose de, voilà, ou une intervention sur une demi-journée avec un partage avec les salariés. Il n'y a pas vraiment, moi, c'est ce que je dis dans nos interventions, nous, on se limite pas. Il y a pas de cadre fixe. Il y a simplement une demande. Et en général, moi, dans les prestations que je propose, il y a ce temps où on travaille ensemble la question de la demande du dirigeant et puis du salarié quand c'est le cas. Et puis, on élabore ensemble et on voit ce qui est possible ou pas. Et on s'adapte à l'aspect financier, à l'aspect pratique, à ce qui est possible ou pas. Et puis, on essaye de proposer quelque chose en fonction des disponibilités de chacun pour que ça puisse être accueilli. Parce que si on arrive avec quelque chose de trop carré comme ça ne peut pas avancer. Et il y avait Sylvain qui nous disait éviter le mal-être, mais aussi se préparer à une nouvelle crise de ce type, car cette fois, on n'était vraiment pas prêt. Bah oui, complètement. On n'était pas prêt et il faut espérer qu'on va pouvoir justement transformer tout ça. Alors, on connaît tous les concepts de zone de confort. Alors, il faudra faire attention parce qu'on a tendance facilement à revenir dans les zones de confort et sur les anciennes habitudes. D'où le double intérêt de faire appel aux tiers pour essayer d'augmenter un petit peu ces possibilités, parce que c'est facile de revenir sur les anciennes pratiques. Donc, je pense que, ouais, effectivement, il va falloir qu'on s'ouvre pour pouvoir éventuellement un jour réagir s'il y a quelque chose de ce type-là ou encore un peu différent qui se prépare. Et puis, Laurence, elle nous disait, voilà, la simplicité dans les échanges, hein, comme là dans la présentation, ouais, effectivement, je pense que moi aussi, je suis complètement convaincue. C'est primordial. Pour communiquer, il faut avoir le même langage. Il faut se parler simplement et de manière accessible. Il n'y a pas besoin de mettre des gros mots ou des gros concepts sur les choses parce qu'au final, on vit tous les mêmes choses et on partage les mêmes choses. Donc, il faut qu'on puisse avoir le langage commun. Et Laurence nous dit aussi, il n'y a pas le patron d'un côté et les salariés de l'autre, il y a une équipe. Donc, c'est ensemble que les événements se construisent, d'où la communication et le dialogue. Tout à fait, hein, tout à fait, parce qu'il n'y a pas d'entreprise qui fonctionne sans salariés, effectivement, sauf dans les cas où le dirigeant est tout seul, dans l'artisanat ou les petits commerces. Mais effectivement, ouais, dans la mesure où on veut se développer, dans la mesure où on veut être chef d'entreprise et avoir des salariés, et bien voilà, il faut considérer que c'est un ensemble et il faut pouvoir justement mettre en place ces dynamiques collectives parce que c'est comme ça que, voilà, moi j'aime beaucoup cette idée du gagnant-gagnant parce que je pense que c'est vraiment, je pense que c'est ça qui permet à chacun de s'élever vers le haut. Et on n'est pas obligé d'y aller tout seul, on peut y aller tous ensemble. Il n'y a pas forcément un qui va descendre parce que l'autre monte. Au contraire, je pense que si on veut, voilà, on peut tous s'élever ensemble et se sentir mieux ensemble. Il n'y a pas besoin d'enfoncer quelqu'un pour soi-même aller mieux. C'est sûr. C'est sûr. Ouais. Ouais, c'est super pertinent toutes les questions qui arrivent. C'est vrai que je pense que c'est intéressant et c'est de la co-construction qu'il va falloir mettre en place dans les mois et dans les années à venir. Ouais. Je ne sais pas si je peux intervenir là. Il y a dans c'est complètement d'accord, effectivement, sur la communication. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est important de présenter aux chefs d'entreprise. C'est le retour d'expérience qu'on peut avoir ailleurs quand on fait des prestations. Parce qu'en fait, moi, ce que je me suis aperçue et qui perturbe beaucoup de chefs d'entreprise, c'est que la communication, les gens sont dans un cercle vicieux, enfin les salariés sont souvent dans un cercle vicieux plus ou moins juste, mais assez négatif en disant on ne communique jamais, je suis toujours le dernier informé et on ne me félicite jamais, je suis toujours le dernier à être félicité. Voilà. Donc il y a deux choses dans la félicitation et dans la communication. Il y a vraiment quelque chose il faut vraiment insister. Parce qu'un chef d'entreprise qui dit voilà, qui explique et puis qui dit voilà, moi j'ai communiqué, c'est bon. Et 5 minutes après, on va dire il nous a rien expliqué, on comprend rien parce que personne n'a pas. Enfin, il y a vraiment un dialogue. Il faut vraiment insister pour dire attends, vous attendez là, je suis en train de communiquer. On communique. Alors, on va pas forcément parler des heures et de tout. Mais il y a un effort de communication. Écoutez, voilà. Et là, je vous fais un compliment. Et ça, c'est assez surprenant pour les chefs d'entreprise, je pense, de se retrouver face à un petit peu une certaine mauvaise foi, quelque part. Enfin, encore une fois, je ne sais pas un jugement de valeur, mais ce qu'il peut considérer comme une mauvaise foi, puisqu'il vient de communiquer, on dit ah ben non, je suis toujours le dernier informé, alors qu'on vient d'expliquer. Donc il y a vraiment une prise de conscience sur
la façon de communiquer, la façon Mhm. dont il faut le dire et dont il faut le répéter peut-être régulièrement. Vous le disiez tout à l'heure un petit peu, quoi, de répéter des choses de façon régulière ou de répéter des événements ou des Mhm. concertations. Et je trouve que c'est un petit peu frustrant cet aspect-là où il y a un cercle un petit peu, voilà, un petit peu triste où la communication du dirigeant, elle se heurte. Voilà. Oui. Dans ce que vous dites, effectivement, après, je sais pas, Madame Rochard, je sais pas au niveau du temps, mais du coup, je me permets juste de Oui, faire je vois. Non, un non, lien mais allez-y, allez-y. juste par rapport à ce que dit Madame Roumier, parce qu'effectivement, ce qui est compliqué aussi pour le dirigeant, ça va être finalement, comme vous dites, alors, comment j'ai communiqué et est-ce que le salarié l'a entendu et a pu se l'approprier? Et c'est Oui, vraiment, c'est entendu. Ouais. voilà, et le mot, c'est ça, c'est comment faire en sorte qu'ils puissent se l'approprier. Parce qu'on va communiquer, mais et c'est en ça que je vous disais la question du sens tout à l'heure, c'est que la communication, il ne faut pas qu'elle soit juste de la communication, il faut qu'elle ait du sens. Alors après, c'est vrai que du coup, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup aux dirigeants, parce qu'il doit toujours se réinterroger et que ça mette du Exactement. sens pour chaque salarié. Exactement. Mais en même temps, c'est vrai que peut-être que si lui il se donne le temps d'en parler aussi avant avec un tiers, il va pouvoir peut-être trouver les manières de communiquer efficacement et de manière juste en créant ce lien aussi. Exactement. Ça a beaucoup à voir avec le sentiment d'appartenance, hein, parce que si on veut qu'il y ait une appropriation, il faut que le salarié il se sente appartenir à l'entreprise. Donc, c'est vraiment des réflexions qu'il y a à mener qui sont importantes, hein, tout à fait. Mais quand on est, comme disait Madame Rochard, la tête dans le guidon au quotidien, c'est vrai que des fois, bah, on n'a pas le temps, on n'arrive pas et c'est pas facile. Ouais, ouais, c'est pas facile. C'est, ouais, le premier stade, ça va être leur faire prendre conscience qu'il y a peut-être des Mm. choses à réfléchir. C'est ça. Ouais. Et comme le disait Madame Roumier, voilà, et que ça peut vraiment être intéressant pour eux en termes de productivité et que ça peut vraiment, vraiment leur apporter quelque chose. Que c'est pas juste quelque chose qu'on va leur prendre aussi, parce que on Oui, disait les salariés des fois ont cette impression de donner, mais le patron a aussi souvent la sensation que c'est toujours lui qui donne, alors que non, c'est vraiment il faut qu'on arrive aussi dans l'échange, dans les pratiques qu'on mettra en place ensuite, hein, de vraiment se donner cette sensation qu'on n'est pas toujours dans ce don à sens unique et que la question de la dette, elle doit être travaillée parce qu'ils se sentent toujours en dette souvent, hein, tant que chez le salarié que chez le patron. Alors, ça fait des fois écho à des fonctionnements aussi plus anciens. Mais ouais, ça va être vraiment quelque chose d'important à mettre en place pour communiquer justement et efficacement avec ses salariés. Et puis, pas s'épuiser non plus, comme l'évoquait Madame Roumier, dans la communication qui serait voilà, mal axée parce qu'on s'en rend pas compte. Parce que c'est de l'épuisement aussi et c'est coûteux aussi pour le chef d'entreprise. Ouais. Mm. Mm-mm. Y a-t-il d'autres questions? Camille, Frédéric? Et comment vous, peut-être comment vous voyez du coup, par rapport au Covid, comment vous voyez la co-création en fait? Vous avez parlé du document unique. Enfin, comment vous voyez la co-création dans ce contexte-là? Ben, je pense il va être important. Voilà, donc c'est une obligation annuelle. Si on prend l'exemple du document unique, cette obligation annuelle, il va vraiment falloir s'en servir comme d'un support qui va permettre de co-construire parce que ce sera vraiment cet échange sur le vécu du salarié, mais aussi le vécu du dirigeant. Je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait cet échange sur ce que chacun ils ont pu vivre et sur ce qu'ils peuvent y mettre comme représentation. Et c'est là justement que ça va pouvoir certainement aussi amorcer. Alors, vous voyez, si on fait le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur l'associatif, on raisonne souvent, nous, en termes de copil. Bah là, je pense que ça peut être l'occasion de faire comme un mini copil sur ces temps-là. C'est qu'il faut vraiment réussir à élaborer, mettre du sens sur ce qui a été vécu et pouvoir en somme construire parce que le Covid, il implique une restructuration de l'entreprise, il implique une nouvelle manière de fonctionner et qu'on le veuille ou non, on y est contraint. Parce qu'on ne pourra pas avoir les mêmes rendements, on ne pourra pas avoir même le rapport au travail. Mais c'est vrai qu'il va vraiment falloir co-construire et je pense que c'est en ayant des temps d'échange en équipe avec un tiers. Moi, bon, je ne prêche pas pour ma paroisse, mais je pense que c'est important parce que je l'ai expérimenté et que j'ai vu que ça pouvait être utile. Et je pense que vraiment, ça sera intéressant de faire appel à des tiers en dehors de l'entreprise. Du coup, merci Monsieur Berger, du coup, qui était intéressé par l'intervention. En tous les cas, moi, je voulais pas, je voulais vraiment être dans quelque chose où on pouvait partager. Je vous remercie du coup d'avoir échangé avec moi aussi là-dessus parce que on parlait de la co-construction et là, c'est comme ça aussi qu'on élabore ensemble. Je voulais pas être dans quelque chose de figé et de conférencier parce que c'est pas le but, hein. On découvre tous ces effets du Covid. On est tous là-dedans, on doit tous adapter notre quotidien, nos fonctionnements individuels ou d'entreprise. Donc, je pense voilà, il faut vraiment rester humble et puis
et puis essayer d'avancer et d'échanger. Ensuite, Frédéric, du coup, je me permets de prendre la parole pour rebondir sur ce que disait Sophie Rochard. La difficulté pour nous en tant qu'accompagnants, enfin, très modestement des chefs d'entreprise, ça va être de les sensibiliser et de les amener à se dévoiler. Donc ça, c'est le travail d'un échange plus approfondi, souvent en face à face. Mais bon, avec les conseils et les préconisations, on a quelques outils supplémentaires pour pouvoir installer ce dialogue et orienter les chefs d'entreprise, notamment sur ces sujets-là. C'est ça. Après, effectivement, il y a les chefs d'entreprise qui vont se sentir en capacité de pouvoir mettre ces temps de parole. Et puis, c'est ce que je vous disais, si effectivement, il y a un moment où c'est trop compliqué ou alors qu'il y a des contraintes aussi, parce qu'on ne veut pas, comme disait Madame Roumier, entrer trop dans la vie du salarié. Nous, ce qu'on propose sur les interventions en groupe, c'est que donc la personne qui vient animer, donc en l'occurrence, moi, si je viens animer un groupe, il y a un temps d'échange possible. Alors, des fois, les dirigeants veulent participer. Ça peut être intéressant aussi. Et quelquefois, ils ne veulent pas participer parce qu'ils veulent justement que les salariés puissent utiliser ce temps-là pour débloquer la parole. Donc, on leur dit qu'il y aura un retour après qui sera fait au chef d'entreprise avec leur accord et pour que ce soit constructif. Et justement, dans ces moments-là, ce qui se passe, c'est que on va partir tout simplement de situations pratiques. Et alors que ce soit avec quelqu'un comme moi ou même en tant que chef d'entreprise qui fait avec ses salariés, il faut partir des situations du quotidien et essayer tous ensemble de prendre le recul dont on parlait tout à l'heure et puis de mettre du sens sur ce qu'on va pouvoir mettre en place et se dire, il y a eu tel événement, peut-être que si on se distancie un tout petit peu, on peut en faire une autre lecture et peut-être que cette autre lecture, elle va nous aider à avancer collectivement. C'est l'intérêt de ces temps-là. Ouais. Et Laurence qui nous dit que Est-ce qu'on pourra envoyer votre présentation, votre PowerPoint? Oui, tout à fait, ouais, avec plaisir. Okay, alors, comme je vous dis, voilà, c'est quelque chose d'assez succinct. Oui, mais c'est bien puis, pour un commencement de... Voilà, c'est une sensibilisation pour commencer à réfléchir ensemble. Et s'il y a des besoins ou des questions, moi, je suis joignable aussi. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez mettre mon mail et mes coordonnées. Oui. Il n'y a pas de souci. Je suis disponible. Merci beaucoup. Y a-t-il encore des questions? Je pense qu'on a dû faire le tour. Donc, merci beaucoup, Mélanie, pour votre intervention. C'était très intéressant. Je pense que ça nous a tous donné des clés sur différents niveaux et on va pouvoir mettre ça en pratique. La semaine prochaine, donc, nous aurons aussi un webinaire qui sera sur la digitalisation des entreprises. Donc, vous en avez parlé aussi un petit peu plus tôt. Le Covid a mis en exergue ce besoin de digitalisation de l'entreprise. Donc, voilà, on va mettre ça en pratique la semaine prochaine. En tout cas, merci. Voilà, encore une fois, merci à vous. Merci à tous les participants d'avoir assisté à cette présentation. Merci à tous. À la semaine prochaine.